mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Comment réagir face au changement climatique? Pour de nombreuses espèces, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Les enjeux sont titanesques. Pourtant, devant la complexité des phénomènes climatiques, nous avons tendance à baisser les bras parce que nous ne comprenons pas toujours ce qui se joue, parce que nous n'avons pas l'information scientifique ou qu'elle nous est mal transmise. Au-delà de la quantité de données produites par les experts scientifiques, il y a des faits que l'on peut comprendre facilement. Il faut juste prendre le temps de les expliquer, de se renseigner et d'informer correctement. Ce constat, une association, la Fresque du Climat, le fait. C'est pourquoi je suis aujourd'hui avec Cédric Rickenbach, le fondateur de la Fresque du Climat. Cédric, il est ingénieur, il a dirigé un think tank qui travaille sur la transition carbone, The Shift Project, de 2010 à 2016. Son objectif, via un atelier, expliqué de manière ludique en se basant sur les travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les phénomènes climatiques et les conséquences. C'est pourquoi j'ai voulu organiser un atelier sur le plateau du média pour voir comment on peut s'y prendre avec la fresque. J'ai lancé un appel aux sociaux, aux amis du média, à celles et ceux qui nous suivent pour y participer. Et avec nous ce soir, nous ont rejoint Leslie et Martine. Ensemble, vous allez constituer cette fresque. Alors, avant de commencer, Cédric, je voudrais juste vous poser une question. Quelle était votre idée au début? Pourquoi avoir pensé à faire ce jeu? L'objectif, vous l'avez dit, c'est d'expliquer les enjeux climatiques au plus grand nombre. Parce que, en fait, la plupart des informations sont à notre portée. On va voir avec la fresque que chacune des cartes, c'est quelque chose de très simple. Et le fait de tout remettre dans l'ordre, ça rend les choses beaucoup plus claires. Le rapport du GIEC en lui-même, même le résumé aux décideurs, c'est assez indigeste. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le lit. Alors que là, en 3 heures de temps, on a un atelier qui nous permet, en équipe, en intelligence collective, de bien rentrer dans le sujet et de bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc toutes les causes, les conséquences, le rôle des humains aussi dans cette histoire. Tout sur le changement climatique, en très peu de temps, on arrive à l'assimiler. Et c'est bien le but. Et du coup, l'objectif, c'est de l'expliquer à un maximum de monde. Parce que, en fait, dans la transition énergétique, elle ne se fera pas si on n'est pas au courant, si on ne sait pas pourquoi on doit faire tous ces efforts et changer toutes nos habitudes. Comment est venu le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Alors, déjà, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de travailler sur le changement climatique? Moi, j'ai vu des conférences sur le climat, notamment celle de Jean-Marc Jancovici, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler là-dessus. Très vite, je me suis formé en lisant le GIEC et j'ai commencé à donner des cours et des conférences. Et un jour, j'ai eu envie de donner à mes étudiants un petit atelier qui leur faisait faire un petit peu le même cheminement que moi, j'ai eu besoin de faire pour comprendre les choses. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de dessiner des patates et des flèches. Et je leur ai donné la même chose à faire pour voir s'il se passait la même chose pour eux, en fait. Et ça a super bien marché. Donc, le jour où j'ai testé d'avoir imprimé quelques graphiques du GIEC, je leur ai demandé de trouver les liens entre les graphiques. Ce jour-là, je les ai regardés travailler, je les ai écoutés discuter. Et j'ai dit, oui, c'est exactement ça qui marche. Ce qui est en train de se passer entre eux et dans leur tête, là, c'est comme ça qu'on apprend. Et à partir de là, j'ai utilisé cet atelier systématiquement quand j'enseignais. Et puis, il s'est amélioré d'année en année. Et aujourd'hui, on a mis de l'information au dos des cartes, il est bien abouti et du coup, il est très autoporteur et c'est très facile de l'animer maintenant. Vous me parlez d'information, mais c'est ça en fait l'enjeu aussi pour vous. Parce que, par exemple, on a vu avec les 150 citoyens de la Convention pour le climat, au début, certains étaient même climato-sceptiques. L'information n'était pas forcément un outil qu'ils possédaient. Puis ils ont eu des formations 9 mois après, quasi unanimité au moment des votes. Ce qui a été le déclic pour les 150, ça a été l'information. Je pense. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été le déclic pour les gens qui ont regardé les travaux de la commission et de la convention et puis qui ont fait des commentaires dans les jours qui ont suivi, ce qui n'a pas été le déclic pour eux, c'est qu'ils n'ont pas été formés. Et donc, 150 personnes pris au hasard qui travaillent, après être formés, ils arrivent aux conclusions qu'on connaît. En fait, ce qui manque à l'ensemble des citoyens, c'est la même chose. C'est-à-dire avoir cette information de base pour comprendre le cheminement qu'ils ont fait, ces 150 personnes, et arriver aux mêmes conclusions qu'eux. Et comme le processus lui-même n'avait pas été suffisamment expliqué, qui était de dire, voilà, on prend des gens au hasard, ils nous représentent, ça peut être vous, ça peut être moi, il se trouve que c'est eux. Mais après, on leur fait confiance. Eux, ils prennent le temps de passer 5 week-ends ensemble à se former. On n'a pas suffisamment expliqué la logique derrière cette convention.
Et il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus d'efforts pédagogiques, non pas sur le climat, mais sur le mécanisme démocratique là, qu'on avait mis en place, pour que derrière, il y ait 60 millions de Français qui disent « Ouais, OK, on va faire confiance à ces 150 personnes ». Ok, alors Leslie, Martine, vous allez essayer cet atelier. Je vous laisse commencer, les briefer, nous dire ce qu'il en est. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour démarrer, ça va être très très simple. Vous avez 7 cartes en face de vous. Il va falloir les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc, elles sont complètement mélangées. Vous les lisez et vous vous dites, à votre avis, qu'est-ce qui cause quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une cause et un effet. Lui-même est la cause d'autre chose. Hein. C'est une chaîne de conséquences. En premier, effectivement, je pense que c'est les activités humaines, parce que s'il n'y avait pas d'activité humaine, eh ben, il n'y aurait pas d'énergie fossile qui serait utilisée, il n'y aurait pas d'émissions de CO2 qui seraient la conséquence des activités humaines, il n'y aurait pas du coup d'effet de serre additionnel. Et du coup, c'est ça, en fait, la hausse de la température, elle est causée par tout ça, je pense. Ça veut dire que ça, on le mettrait Au début, je pense. Au OK. départ. Vous mettez ça au début. Énergie fossile dans la foulée. Les émissions de CO2, elles viennent d'où? Pas des énergies fossiles. Elles viennent des énergies fossiles, OK, donc tu les mets à la suite. Et on peut même regarder les cartes qui sont là, hein, si vous voulez. Donc, activité humaine, c'est là que tout commence. Énergie fossile, vas-y, tu peux nous la lire. Alors, elle se retourne comme ça, hein, comme les questions de Monsieur Lepers. Les énergies fossiles sont le charbon, le pétrole et le gaz. Elles sont utilisées principalement dans les bâtiments, le transport et dans l'industrie. Elles émettent du CO2 lors de la combustion. Ça voudrait dire que, puisqu'il parle du transport, Ouais, ça vient avec. l'industrie, Donc, en fait, ça va venir ici, tout ça. Transport, industrie, énergie fossile. Ah, ça, c'est les activités humaines, en Ça, fait. c'est les activités Ouais. humaines qui utilisent les énergies fossiles. T'en as une? Agriculture. Ouais, très bien. Enfin, ça produit, oui, ça utilise et ça produit, ouais. Ouais, L'utilisation des bâtiments, ouais, OK. Donc là, celle-là, on va la mettre ici. la déforestation. Bah voilà. Et ça, c'est quoi les gestes? Je sais pas ce que c'est. GES, c'est les gaz à effet de serre. D'accord. Ah, du coup, c'est pas là. Alors, je propose, tu lis la carte gaz à effet de serre et on va voir comment on la Le positionne. CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote, qui viennent en très grande partie de l'agriculture, ainsi que quelques autres. Donc ça vient en majorité de l'agriculture. Donc ça va venir après cette carte-là. Ici, D'accord. énergie fossile, Martine, tu disais que c'était ces trois-là, majoritairement. Et tiens, tu peux lire celle-là aussi. la déforestation consiste à couper ou brûler des arbres au-delà de la capacité de renouvellement de la forêt. Elle est liée à 80% à l'agriculture. Donc ça, c'est lié à l'agriculture. Donc derrière cette carte-là, on a celle-là et on a celle-là. Ouais. Et ici, tu vois, émission de CO2, tu vois qu'il y a deux noms ici. Déforestation et énergie Et fossile. énergie fossile. Donc ça vient de ces deux cartes-là. Acidification de l'océan. Ça, c'est le fait que le CO2 aille dans l'eau, ça acidifie le... Ouais, tu peux lire la carte hein, d'ailleurs si tu veux. Quand le CO2 se dissout dans l'océan, il se transforme en des ions acides, H2CO3, puis HCO3. Cela a pour effet d'acidifier l'océan. Le pH baisse. Martine et Leslie, le puits de carbone et l'émission de CO2, tout ça, c'est des choses que vous connaissiez ou Oui, je ne serais pas capable de Ouais. l'expliquer à quelqu'un d'autre, Ok. mais j'ai compris. Et... Alors, c'est des mots que moi j'ai déjà utilisés, c'est des notions Qu'on entend. qu'on entend. Ok. Maintenant, de les expliquer comme ça, de façon aussi pointue, non. Du coup, Cédric, puits de carbone, comment vous définissez? Ces puits de carbone, c'est des choses qui absorbent une partie du CO2 qui est dans l'atmosphère. Il y a des phénomènes de régulation dans la nature qui font que, par exemple, là, si on met du CO2 dans l'air, il y a une partie qui va se retrouver dans l'océan, une partie qui va être absorbée par les arbres. Donc, ça a une fonction de régulateur. Donc, quand le CO2 se dissout dans l'océan, le problème, c'est que ça va l'acidifier, mais ça fait aussi qu'il y en a moins dans l'atmosphère. Voilà. Et idem pour les arbres. Plus il y en a, plus ils en mangent. Voilà. Donc, par contre, ce n'est pas des puits qui vont marcher indéfiniment, notamment parce que l'océan et parce que l'air se réchauffe. Donc, les arbres, s'il fait trop chaud, ils vont finir par tous crever et donc ils absorberont plus, si vraiment il fait beaucoup trop chaud. Et l'océan, pareil, en se réchauffant, il va baisser sa capacité d'absorption. Donc, ça ne va pas non plus durer indéfiniment, quoi. On a émis du CO2 avec la déforestation puis les énergies fossiles. Ouais. Et ce CO2 est forcément allé quelque part. Donc, il a pu aller
soit dans l'océan, soit dans la photosynthèse. Et si c'est pas allé là, c'est que c'est resté dans l'atmosphère et ça a augmenté la concentration. Aujourd'hui, donc, c'est 10 gigatonnes de carbone, 10 milliards de tonnes de carbone chaque année qui partent dans l'atmosphère. Bon, alors, je donne quelques cartes de plus. Hop. Tenez. D'autres conséquences de tout ce qu'on a déjà posé. Presque tous les glaciers ont perdu de la masse. Des centaines ont même déjà disparu. Or, ces glaciers ont un rôle régulateur sur l'approvisionnement en eau douce. Et tu peux aussi lire là-bas la carte qui est dans son coin, montée des eaux. Depuis 1900, le niveau de l'océan a monté de 20 cm. Cela est dû à la dilatation de l'eau, la fonte des glaciers et la fonte des calottes. Alors, tu as 3 causes. On a dit dilatation de l'eau. C'est quoi la dilatation de l'eau? C'est la hausse de la température de l'eau. Ouais, la vérifie dilatation. derrière. L'océan absorbe 93% de l'énergie qui s'accumule sur la Terre. En se réchauffant, l'eau se dilate. Donc c'est bien ça. Ça, c'est la On hausse. prend Ça, plus c'est ça la va dilatation. ensemble. Ouais. Donc c'est dû à la hausse de la température. Du coup, l'océan se réchauffe. Et la fonte des calottes glaciaires, c'est... Pareil, tout ça, c'est les conséquences de la hausse de la température. ça me Et maintenant, fait il peur, faut agencer tout le reste. Ça te fait peur? Les calottes glaciaires sont le Groenland et l'Antarctique. Si elles fondaient intégralement, cela représenterait une augmentation de la mer du niveau de 7 mètres pour le Groenland et de 54 mètres pour l'Antarctique. Durant la première ère glaciaire, les calottes étaient si importantes que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Ah ouais, donc Qu'est-ce qui te fait peur? En fait, je sais pas, moi je m'étais, dans mon enfance, je sais pas jusque-là, je m'étais toujours dit, en fait, il y aura toujours des calottes glaciaires, en fait. Pour moi, c'était invraisemblable, Alors, de me jusqu'à dire ta mort, qu'un il y en jour... aura, je te rassure. Ouais, je sais, parce mais que que c'est ce- très très lent de les faire fondre. Ouais. Mais par contre, d'ici quelques millénaires, on ne sait pas. De voir comme ça la calotte glaciaire arctique tous les étés, de plus en plus, et tous les hivers, de plus en plus maigrichonne. Je trouve que c'est quand même vraiment effrayant. En fait, on voit vraiment les choses qui évoluent très vite et ça fait, pas dans un bon sens, quoi. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc il faut le mettre quelque part, c'est ça? Voilà, il faut trouver la suite Là, logique. De toute manière. Ah ouais. Donc hausse de la température, je sais pas. En fait, tout ça, ça va monter des eaux. Non. Hausse de la température de l'eau. Montée des eaux. Montée des eaux, il y avait 3 causes, on a dit. Dilatation de Ah l'eau, Ouais. les glaciers, et quoi d'autre? Et les calottes. OK. Et la perturbation du cycle de l'eau. Alors, lis C'est là peut-être la carte pour voir Ah ouais. les causes. L'évaporation qui a lieu à la surface de l'océan augmente si l'eau et l'air se réchauffent. Cela fait plus de nuages qui feront ensuite de la pluie, mais si l'évaporation a lieu sur Terre, cela assèche le sol. Donc, les causes, c'est l'évaporation qui a lieu à la surface de l'eau. Voilà, et la fonte de la banquise, c'est aussi dû à la hausse de la température, mais il n'y a pas de cause derrière. C'est aussi la fonte de la banquise, c'est jamais là pour l'instant. Non. Ça marche. La perturbation du cycle de l'eau peut amener plus d'eau ou moins d'eau. Plus d'eau, cela peut engendrer des crues, inondations dans les terres. Avec l'urbanisation ou si le sol a été durci par une sécheresse, c'est pire car l'eau ruisselle. Donc là, c'est la carte crue. C'est la carte des crues qui est une conséquence de la perturbation du cycle de l'eau. À partir de maintenant, on sait que ça va être à peu près bien disposé. Vous allez pouvoir commencer à faire des flèches entre les différentes cartes. Sécheresse. La perturbation du cycle de l'eau peut amener plus ou moins d'eau. Moins d'eau, c'est une sécheresse. On estime ainsi que les sécheresses pourraient se multiplier à l'avenir. Alors, la cause, c'est quoi? La perturbation du cycle de l'eau. Ouais. Donc c'est crue ou sécheresse. Voilà, en fait, quand tu as lu la carte, ça nous disait que la perturbation du cycle de l'eau, ça pouvait nous donner trop d'eau ou pas assez d'eau. Trop d'eau, c'est une crue, pas assez d'eau, c'est une sécheresse. D'accord. Donc on a le combo, là. Alors moi, je sors une autre catastrophe, les submersions. Là, on est vraiment rentré dans les catastrophes. Ça commence. Ouais. Cyclones et perturbations amènent du vent, donc des vagues et des basses pressions. Or, chaque hectopascal en moins, c'est 1 cm d'eau en plus. Ils peuvent donc occasionner des submersions, inondations côtières, qui sont aggravées par l'augmentation du niveau de l'océan. Pendant les dépressions et les perturbations, il va y avoir une hausse du niveau de la mer à cause de la pression. Et ça, c'est accentué par la montée de l'eau. Donc en fait, c'est un peu à l'intersection de la montée de l'eau et de la perturbation du cycle de l'eau, en fait. C'est un peu une conséquence des deux. Ouais, OK. On peut le mettre là, je pense. Ouais, alors attends, il y a une Ouais, carte mais aussi c'est, qui peut t'aider, là. Cyclone, tu la mettrais où? Les cyclones s'alimentent de l'énergie des eaux chaudes à la surface de l'océan.
Leur puissance a augmenté à cause du changement climatique. Alors, les cyclones, ça existait avant le réchauffement climatique. Simplement, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils sont plus violents. Les cyclones les plus violents sont plus nombreux. Donc, tu vas la mettre comme une conséquence de la hausse de la température de l'eau. Et ça, donc, montée des eaux plus les cyclones, ça va faire des submersions. En fait, tout est lié dans le fonctionnement de la planète Terre, en fait. Et du coup, quand on touche à un truc, il y a tout qui part en cacahuète. Vous êtes d'accord, Cédric, avec ce que vient de dire Leslie? À partir du moment où on touche à quelque chose, ça peut tout dérégler? Exactement, c'est un système très complexe, assez fragile, et là on touche à des choses au cœur du système, c'est-à-dire l'énergie, la température, et du coup ça va dérégler énormément de choses. On est sur un climat qui était quasiment inchangé depuis 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans qu'on est dans une période interglaciaire, c'est-à-dire une période chaude. Avant ça, il y a eu une déglaciation qui a duré elle-même 10 000 ans. Et avant ça, ça faisait plusieurs dizaines de milliers d'années qu'on était dans une période glaciaire. Donc une période glaciaire qui a duré près de 100 000 ans. Il y a 20 000 ans, c'est la fin de cette période glaciaire, il fait très froid. Il fait 5 degrés de moins qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas énorme. Il fait 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Ensuite, la déglaciation, elle dure 10 000 ans. Donc en 10 000 ans, la Terre a gagné 5 degrés et ça s'est bien passé. Les humains étaient là, ils se sont un peu déplacés, et puis voilà. Et depuis 10 000 ans, on a un climat stable. Le CO2 est constant, la température est relativement constante et ça se passe bien. Et là, on est en train d'augmenter, on a déjà augmenté de 1 degré et on va aller vers 2 à 5 degrés. Et c'est là que ça va être catastrophique parce que si on va vers 5 degrés, c'est l'équivalent d'une déglaciation. C'est-à-dire que c'est un changement d'air climatique. Et en plus, c'est pas revenir à une température qu'on a connue il y a pas longtemps, il y a 20 000 ans, c'était hier, à l'échelle de la Terre. C'est même pas ça, c'est aller vers plus chaud. Voilà. Plus chaud, la Terre, elle a connu, mais c'est plus il y a 20 000 ans. Il y a plusieurs dizaines de millions d'années qu'elle a connu plus chaud. C'était il y a très, très longtemps. Donc, on va aller vers du plus chaud qu'elle n'a pas connu depuis très, très longtemps et dans une période de temps qui est en un siècle. Quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est 100 fois plus rapide que la dernière déglaciation. Et c'est là qu'on voit toutes les conséquences qui sont là. Si on augmentait la température de façon très graduelle de 1/10 de degré tous les siècles, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Là, c'est parce que ça va vite. C'est la vitesse à laquelle les choses se passent qui inquiète. Oui, c'est ça. Il y a un argument qu'on entend souvent, c'est que oui, la Terre, elle a connu plein de changements climatiques dans le passé, et ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Alors non seulement c'est vrai, mais quand on lit le rapport du GIEC, on en parle de ces changements de climat qu'il y a eu dans le passé. Et ils étaient graduels, ils étaient sur des dizaines de milliers d'années, voire sur des millions d'années, et du coup, ça s'est bien passé. Par exemple, il a aussi fait beaucoup plus chaud, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Voilà. Il y a eu une période où, sur Terre, il y avait 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Et puis, le CO2 a été progressivement enlevé de l'atmosphère par des phénomènes physico-chimiques, tout doucement. Et puis, un jour, la calotte de l'Antarctique est apparue, il y a 30 millions d'années. Et puis, la Terre a continué de virer un petit peu progressivement du CO2 de l'atmosphère. Et puis, du coup, elle s'est refroidie puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. Il y a 3 millions d'années, le Groenland est apparu. Et il y a 3 millions d'années, on était à une concentration de 400 ppm. Aujourd'hui, on est à 410. Donc, c'est-à-dire qu'on est revenu à une concentration, on est revenu à la même concentration qu'il y a 3 millions d'années, à l'époque où le Groenland est né. Il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de glace dessus. Il n'y avait pas de glace du tout. Voilà. Mais ça, c'est il y a 3 millions d'années, c'est très vieux. D'accord. Il y a 3 millions d'années, la Terre qui se refroidit progressivement. Alors, donc l'Antarctique, il existait déjà. Lui, il a 30 millions d'années. La Terre se refroidit, le Groenland apparaît et il forme une calotte progressivement de plus en plus grosse. Et donc, c'est ce qui fait dire qu'en fait, que depuis 30 millions d'années, on est dans une ère glaciaire à l'échelle des très, très grandes périodes. À cette échelle des très grandes périodes, on est dans une période glaciaire parce qu'il y a des calottes glaciaires sur Terre. D'accord. À l'intérieur de cette période glaciaire, il y a des périodes encore plus glaciaires et interglaciaires, c'est-à-dire que ça oscille. Et là, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était qu'il y a 20 000 ans, il faisait beaucoup plus froid, enfin 5 degrés de moins seulement. Il y a 20 000 ans, c'était une période glaciaire. Aujourd'hui, on est dans un interglaciaire, il y a 5 degrés d'écart entre les deux. Mais tout ça, c'est quand même inclus dans une grande période qu'on appelle une glaciation. Voilà. Une période glaciaire, mais à grande échelle. Et sur une échelle de temps plus courte, on est dans une période chaude. Okay. Et la question est de savoir vers quoi on va, parce qu'avec 5 degrés de plus, peut-être que dans quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années, même l'Antarctique aura fondu, en fait. D'accord. Et les oscillations période glaciaire et interglaciaire, potentiellement, elles ne vont pas avoir lieu. En tout cas, la prochaine période glaciaire, elle pourrait ne pas avoir lieu à cause de nous. Elle est prévue dans quelques dizaines de milliers d'années.
dans longtemps. Mais elle pourrait ne pas avoir lieu tellement on aura réchauffé la planète. Le mécanisme qui faisait monter et descendre la température sera cassé. Les animaux et les plantes sont affectés par les changements de température du cycle de l'eau. Ils se déplacent ou disparaissent, ou plus rarement ils prolifèrent. Ça t'inquiète un petit peu, Martine Enfin, peut-être que tu le savais déjà. Enfin, je sais pas, c'est des choses que tu savais ou qui t'inquiètent. Ce que vient d'expliquer Ça Cédric. m'inquiète parce que ma génération a déclenché pas mal de choses. Enfin, je me situe forcément dedans, quoi. Et je me dis, punaise, j'espère que nos enfants vont arriver à, non pas à changer le cours de... Mais quand même, hein, il va falloir. C'est la complexité aussi, souvent, qui fait qu'on a du mal à intégrer toutes les informations concernant le sujet C'est du vrai, dérèglement ouais. climatique. Parce qu'il faut un certain temps pour assimiler toutes ces notions, en fait. Même si chacune des notions, elle est assez simple à comprendre, faire l'exercice de tout passer en revue et de voir tous les liens, bah, ça prend un peu de temps. Une fresque du climat, ça dure 3 heures. Avec le débrief inclus, hein, on est d'accord. À la fin, on va aussi discuter un peu de ce que ça nous évoque, tout ça, et de ce qu'on pourrait faire. Pour toi, Leslie, c'est vraiment un sujet difficile, complexe C'est pas un sujet que je trouve inabordable. C'est fait sur un truc cause-conséquence, en fait. Et effectivement, à chaque cause, il y a des conséquences qui sont logiques. Mais du coup, après, c'est de tout mettre en ordre, je pense, qui est un peu compliqué, quoi. Il y a sûrement le climat, mais il y a aussi tout ce qu'on utilise comme polluant. Au niveau de la biodive, il y a beaucoup d'autres causes que le climat, et le climat, c'est pas la première cause de mise en danger de la biodiversité aujourd'hui. Pour l'instant, hein, parce que l'impact du climat sur la biodive, il va s'accentuer à l'avenir. Aujourd'hui, la biodive, elle est surtout menacée par le fait qu'on a détruit les habitats. On a mis de l'agriculture partout. On a occupé toutes les surfaces, en fait. Hein. On regarde la Terre vue de l'espace, il n'y a plus grand-chose qui ne soit pas artificialisé. Et donc, notamment l'agriculture, parce que ça, c'est en 2 dimensions, ça prend forcément des très grandes surfaces, plus tout le reste, hein, toute l'artificialisation des sols. Donc, on a détruit les habitats de beaucoup d'animaux. Et ça, c'est la première cause. Après ça, il y a aussi la pollution, les espèces invasives, et puis tout simplement l'exploitation des ressources. Hein. Les poissons, on les mange, et des animaux qui ont disparu parce qu'on est allé les chercher aussi. C'est quand même des notions, je ne sais pas si c'est abordable par tout le monde. En termes de difficultés ? En termes de compréhension, voilà, alors que ça, c'est des gens qui meurent, C'est plus concret, des catastrophes, on en parle tout le temps à la télé dès qu'il y a un cyclone qui va tuer je ne sais pas combien de personnes. Alors que il y a une hausse de température, ça fait fondre les glaciers, mais en fait... Tu dis on en parle tout le temps, mais justement, nous, les médias, peut-être qu'on ne fait pas assez souvent le lien. On a l'impression qu'en fait, il y a une crue, c'est malheureux, mais en fait, on ne se demande pas forcément pourquoi est-ce qu'il y a une crue. En fait. On se pense que on n'a pas notre responsabilité dedans, en fait, et qu'on ne peut pas agir dessus, en fait. Tu es d'accord, Cédric? C'est aussi l'impression que tu as souvent De plus en plus, on parle du changement climatique quand on voit les catastrophes naturelles. Malheureusement, ça devient presque une banalité, quoi, et on finit par s'habituer. C'est ça le problème avec l'information, c'est que notre cerveau, il réagit à des stimulus, et au fur et à mesure qu'on lui donne toujours les mêmes stimuli, il va finir par s'habituer. Donc on entend aux infos qu'il y a des incendies à un endroit, qu'il y a une sécheresse à un endroit, des canicules, etc. Et même si on fait le lien avec le changement climatique, on finit par s'habituer, alors qu'en fait, là, si on continue comme ça, on va finir comme les grenouilles dans l'eau bouillante. On s'habitue à l'eau qui bout, puis on finit par mourir, alors que si on nous plongeait dedans, on réagirait. Et la fresque, c'est le but, c'est que c'est soit un peu comme une grenouille qu'on jette dans l'eau bouillante. Elle réagit et elle s'échappe. Et il faut que ça nous fasse un électrochoc pour qu'on se dise maintenant, il faut qu'on réagisse, quoi. Et là, mi-chemin, Martine, Leslie, ça vous paraît logique maintenant? Ouais. Oui, ça paraît logique. Mais c'est peut-être aussi effectivement important que quand on parle d'un cyclone ou d'une crue qui a fait je ne sais pas combien de milliers de morts, petit à petit, on nous fasse remonter jusqu'à là et que finalement, il faut peut-être agir là-dessus, quoi. Et non pas sur refaire des digues. Alors oui, ça doit être important de refaire des digues, mais si on refait des digues et qu'on ne change pas ça, globalement, ça ne sert à rien, quoi. Les digues, elles seront submergées au bout d'un moment. Ouais. Ah oui.
Donc, faudra construire j'ai notre l'impression digue. qu'on met des... Là, rustines. petit à petit, j'ai l'impression qu'on met des rustines, des pansements sur une jambe de bois, quoi. Donc, ça fait Mm. rien. Du tout. Ok. Et du coup, voilà, quoi, on en revient toujours là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Comment on pourrait utiliser autrement les énergies fossiles? Il y a d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour pas en arriver Ça pose à question. ça? Et pour l'instant, moi, dans ce que je vois, que ce soit dans les médias, même dans les discussions et tout ça, j'ai pas l'impression que tout de suite on se dise ouais non mais il faut qu'on arrête quoi. C'est-à-dire qu'il y a une Faut qu'on arrête. responsabilité de tous ceux qui produisent l'information, peut-être même aussi, je sais pas, l'école, je sais pas comment c'est enseigné à l'école. Tu sais, toi? Très peu, Très peu. globalement. Hein. C'est pas assez enseigné. Alors la fresque, elle est utilisée par des enseignants. Hein. Elle est faite pour ça D'accord. d'ailleurs. Hein. Et c'est totalement libre de droit pour le corps enseignant dans tout l'enseignement initial. Et on aimerait que ça se diffuse encore plus, évidemment, parce que c'est très facile pour les profs de se former et ensuite de faire des fresques avec les élèves, avec les étudiants. Baisse des rendements agricoles. La production agricole peut être affectée par la température, les sécheresses, les événements extrêmes, les inondations et les submersions. Exemple, delta du Nil. Leslie, tu as une carte importante, c'est ressources en eau douce. Ouais. Peut-être qu'il faut la placer celle-là aussi. Les ressources en eau douce sont affectées par les changements de précipitations et la disparition des glaciers qui jouent un rôle régulateur du débit des cours d'eau. Ok, alors- repère les causes. Hein. Alors les causes, c'est perturbation du cycle de l'eau Ouais. et fond des glaciers. Voilà, donc tu vas la poser un peu plus loin, il faudra faire des grandes flèches Ah vers ouais, là, elle faut et faire qu'elle soit pas trop loin, pas trop loin des rendements agricoles parce que ça va être la première cause de la baisse de rendements agricoles. Donc les rendements agricoles, on a dit qu'il y avait les ressources en eau douce évidemment qui Ouais. vont jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a dit la température aussi. La température, quand dans des pays où il fait froid, si on augmente la température, ça augmente les rendements. Par contre, dans les pays où il fait chaud, si on augmente la température, on baisse les rendements. Voilà, donc on n'est pas égaux devant le changement climatique. Donc tu peux faire une grande flèche depuis là. Ensuite, les sécheresses et les crues, ça va pas être bon non plus. Qu'est-ce qui peut encore affecter les rendements agricoles? Un cyclone, ça peut foutre en l'air les récoltes, quelques champs. La production agricole peut être affectée par la température, les sécheresses, les événements extrêmes, les inondations et les submersions. Les Exemple, submersions. le delta du Nil. C'est par exemple, La mer qui monte un peu. Donc, si tu as une grosse dépression, le niveau de la mer va monter. S'il y a des vagues, c'est pareil, ça va rentrer dans les terres. Et un delta, par définition, c'est au bord de l'eau. C'est très plat. C'est quasiment horizontal. Hein, et c'est construit par les dépôts d'alluvions. Et c'est très fertile aussi. Dans les deltas, c'est fertile parce qu'il y a des alluvions qui sont venues se déposer. Et c'est des très grandes surfaces avec beaucoup d'agriculture qui sont très horizontales et au bord de l'eau. Donc dès que l'eau monte un petit peu, ça vient rentrer de plusieurs kilomètres dans les terres. Et l'eau salée, ça va pas être bon pour les récoltes. Donc ça, pour nous, en France, très concrètement, la baisse des rendements agricoles, c'est quelque chose qui est très concret, quoi. Ça peut jouer les étés où il fait très chaud. Ouais. Sécheresse, canicule, là, ça peut impacter les récoltes. Il y a eu des baisses de rendement importantes les étés où il fait très chaud. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Canicule, une manifestation de l'augmentation de température est la multiplication des canicules. Ou Donc, canicule, faut faire- ça fait ça, Ouais. ça. les sécheresses, c'est une conséquence des canicules aussi, du coup. Oui, alors en fait, c'est indirect parce que en réalité, ça, c'est la perturbation du cycle de l'eau, c'est dû au fait qu'il fait plus chaud. Et les canicules, c'est la même chose que ça, mais ponctuellement, c'est plus violent, quoi. Voilà. Et du coup, les incendies qui sont facilités par les sécheresses et les canicules. Ouais. Voilà. Vecteur de maladie. Mister Moustique. Avec le réchauffement, les animaux migrent. Or, certains sont des vecteurs de maladies et peuvent atteindre des zones où les populations ne sont pas immunisées contre ces maladies. C'est les animaux et les plantes qui sont affectés par les changements de température et du cycle de l'eau. Ils se déplacent ou disparaissent. Ah ouais, effectivement. Donc, Ouais. quand vous voyez incendie, famine, canicule, baisse des rendements, vecteur de maladie, vous vous dites quoi? Autant de choses plutôt dramatiques, non? Je pense qu'on est à peine aux prémices des catastrophes qu'on peut causer. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'être au bord du précipice. Et en fait, il faut savoir, est-ce qu'on va se laisser jeter dans le précipice ou est-ce qu'on va
on va mettre un gros stop et puis on va un petit peu changer notre façon de fonctionner, quoi. Enfin, c'est sûr que voilà, on est en Europe, dans un climat tempéré, il y a du fric, machin et tout, mais en fait, les conséquences dans le monde, elles sont déjà là et elles vont être très très graves, en fait. Et c'est notre responsabilité collective d'arrêter tout, quoi. Les solutions, ça consiste beaucoup à faire moins, à ralentir. Et tout le monde n'est pas prêt à ralentir. Après, c'est des Puis, enjeux surtout politiques, quoi. C'est tellement énorme. Ouais, c'est-à-dire que c'est Les politique. patrons, ils sont pas prêts à ralentir. Bah, ça veut dire que les choix politiques de nos gouvernements font que on verra plus tard, quoi. Comme si on n'était pas concernés, nos propres enfants. Et quand moi j'entends des jeunes, dont mon fils, dont les copains de mon fils, qui pourraient être en âge de se marier, dans quelques années peut-être avoir des enfants, bah, il y en a plein. Mais pourquoi avoir des enfants quand on leur laisse une terre de merde Tu vois, Leslie, tu viens de dire, c'est les patrons, ils sont pas prêts à ralentir. Bah, parce que moi, je viens de l'industrie aussi. J'ai très longtemps bossé dans l'industrie. Et en fait, très régulièrement, j'étais effarée. Pourquoi faire du gaz de schiste, quoi, en fait? Pourquoi aller fracasser le sous-sol Oui, parce que toi, de tu as certains... travaillé dans le gaz de schiste. Je travaillais sur des projets industriels, notamment dans le gaz de schiste. Je travaillais aussi notamment sur... c'était les Russes qui font en ce moment beaucoup de brise-glace pour l'Arctique. Et c'est aussi, s'ils en font autant, c'est aussi parce qu'ils sont en concurrence pour les voies maritimes du Nord, en fait, quoi. Du coup, en fait, de voir qu'ils sont capables de faire du fric, en fait, sur la catastrophe qu'ils créent. C'est sûr que la question de la production de viande, des choses comme ça, la consommation de viande et tout, c'est quelque chose sur lequel n'importe qui peut peser. Mais tant qu'il y aura des projets industriels, tant qu'ils continueront à vouloir aller fracasser le sous-sol de tout un État avec le plus gros moteur du monde, voilà, en fait. S'il n'y a pas des gens qui sont prêts à mouiller la chemise, à descendre dans la rue pour dire il faut préserver tout ça, il ne se passera rien. Donc ça commence par les citoyens. Et il faut faire jouer la fresque et faire des conférences et plein d'autres choses dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises. Il faut vraiment expliquer ces sujets à un maximum de monde, parce qu'il ne se passe rien s'il n'y a pas cette prise de conscience. Je pense que vraiment, il y a aussi une réflexion à avoir sur c'est que ça doit être quoi les activités humaines. En fait, je pense vraiment que la transformation, elle doit être très importante. Réfléchir à qu'est-ce qu'on veut produire, pour qui, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des trucs, je sais pas, des smartphones qui se cassent au bout d'1 an parce qu'ils sont prévus pour être cassés au bout d'1 an. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça, en fait? Je pense qu'il faut réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on veut produire et c'est quoi nos besoins, en fait. Alors, Martine, réfugié climatique. Réfugiés climatiques. Imaginez que vous vivez dans un endroit qui est miraculeusement épargné par le changement climatique. Quelques milliards d'humains risquent d'avoir très envie de le partager avec vous. Tu m'étonnes. Et qu'est-ce qui va occasionner des réfugiés climatiques? À cause de quoi les gens vont bouger de chez eux? Famine, il n'y a pas assez à bouffer. La canicule aussi, parce que quand il fait 50 degrés l'été, là, justement... Ouais. Et puis, alors, vas-y, t'as conflit armé. C'est comme ça qu'il faudrait éviter que ça finisse. Alors, tu te rappelles, ici, il y avait marqué « C'est là que tout commence ». Et c'est là que tout finit? Voilà. Non, c'est là qu'il faudrait éviter que ça... C'est comme ça qu'il faudrait éviter que ça finisse, s'il te plaît. On n'a pas encore perdu la bataille. Des réfugiés climatiques, il y en a déjà ou c'est une projection? Alors, il n'y a pas le terme réfugié climatique, il existe, mais il n'y a pas de définition, en fait. Donc, on ne peut pas dire... on ne peut pas qualifier des réfugiés de réfugiés climatiques d'un point de vue légal. Après, on voit rarement les impacts directs du climat sur le fait que les gens bougent, en fait. Tu vois, ici, là, on va voir une flèche qui peut venir de famine, de conflits armés. Tu vois, d'ailleurs, ça marche dans l'autre sens aussi, ça. Et en fait, mais ces causes-là, elles-mêmes, elles peuvent être reliées au changement climatique, mais ce n'est pas ce qui va sauter aux yeux tout d'abord. Voilà. Donc oui, il y a déjà des réfugiés climatiques, mais quand on... Ce n'est pas comme ça qu'on on les identifie pas comme ça, pas forcément. Rien n'est joué là aujourd'hui, alors qu'il est. Alors une partie du jeu est déjà jouée, c'est-à-dire qu'en termes d'augmentation de température, là on a déjà plus 1 degré. Ce sera très difficile d'être en dessous de plus 2 degrés. Donc les plus 2 degrés, ils sont déjà quasiment embarqués avec nous. Par contre, entre plus 2 et plus 5, il y a vraiment un choix aujourd'hui qu'il faut faire. Et il est encore temps d'agir. Donc moi, c'est ça que je me dis. Je me dis qu'il faut absolument tout faire maintenant, le plus vite possible, pour changer la donne.
On a ici, où est-ce qu'on voit? On a ici les énergies fossiles. Hein. Sur cette carte, on voit les différents scénarios du GIEC. Donc, on voit le scénario 2 degrés, c'est celui qui est en bleu foncé ici, en bas. Il consiste à descendre très, très rapidement, à baisser très vite nos émissions. Il faut que ça commence à baisser dans les années qui viennent, vraiment très vite. Il faut que ça baisse de l'ordre de 5% par an. C'est réaliste? C'est énorme. C'est tel que le monde fonctionne aujourd'hui, avec les réflexes qu'on a tous. Non, ça va pas marcher. Tout le monde a envie de gagner plus d'argent, d'acheter de plus en plus de choses. Donc, tel que le monde fonctionne aujourd'hui, non, c'est pas réaliste. Il faut réellement une prise de conscience planétaire pour que ça se fasse. Moi, en tout cas, j'y crois pas autrement. C'est pas en faisant deux petits trucs par-ci, par-là qu'on va y arriver, en faisant en sorte de remplacer nos gobelets en plastique et puis de baisser un petit peu les émissions individuelles et des entreprises, qu'on va y arriver. Non, c'est un changement de modèle très profond. Est-ce que c'est réaliste de se dire que dans les années qui viennent, tout va se jouer dans les quelques années qui viennent là? Dans ces années-là, on va prendre conscience à l'échelle mondiale qu'il y a quelque chose à faire et on va s'y mettre. Je ne sais pas. En fait, on a vu la réaction de l'ensemble de l'humanité face au Covid et on a vu ce qu'on était capable de faire. Ça donne un peu d'espoir. Alors, c'est parce qu'il y avait un danger immédiat. Alors que là, le danger, il est lointain. C'est sur plusieurs décennies. Mais il n'est pas si lointain que ça parce que là, tout ce qu'on voit ici, santé humaine, réfugiés climatiques, famine, baisse de rendement agricole, ça, c'est des choses qui vont, dans les décennies qui viennent, vont commencer à être vraiment majeures. Donc, des jeunes qui sont nés au XXIe siècle, ça, ils vont le voir. C'est pas de la science-fiction, c'est pas pour leurs enfants à eux. On parle plus des générations futures, on parle des jeunes générations. Ceux qui sont nés au XXIe siècle, clairement, pour donner un repère, un repère facile à retenir, ceux qui sont nés au XXIe siècle, clairement, ils vont voir tout ça. Si on va vers 5 degrés, ils vont voir tout ça et vraiment, ça va être violent. Quelqu'un qui est né au XXIe siècle, franchement, on me demanderait mon avis. C'est pas le GIEC qui pourrait être aussi précis que ça, mais je me dis qu'il a peu de chances de mourir d'une mort naturelle. Il a quand même plus d'une chance sur deux de mourir d'un truc qui est là-dedans. C'est assez flippant. Quand on est les parents de ces jeunes-là, on ne peut pas rester insensible. Et donc, vu que maintenant, c'est plus les générations futures, c'est les générations actuelles qui sont concernées, ben moi, je crois qu'il peut y avoir un sursaut. Il peut y avoir En fait, on a l'impression aujourd'hui que le système, il est bloqué de partout. Parce qu'on se dit, il faudrait faire ça. Et puis, quand on se dit qu'il faudrait faire ça, on se dit, mais non, mais c'est pas possible parce qu'il y a telle et telle raison qui empêche de le faire. Tous ces blocages, en fait, on peut tout à fait imaginer qu'ils vont sauter les uns après les autres parce que des gens s'en seront occupés. Le truc, c'est qu'il va falloir tous les faire sauter au bout du bout. Surtout quand on parle de ces moins 5% par an. Là, cette année, on va se faire un moins 5% sur les émissions à cause du Covid. Donc, il aura fallu ça. T'imagines? C'est-à-dire qu'il faudrait la même chose tous les ans, dans les années à venir. Ce qui s'est mal passé avec le Covid, c'est qu'on l'a subi. Donc, du coup, ça se passe mal. Il y a des gens qui sont au chômage, il y a beaucoup de conséquences négatives. Des gens qui meurent. Des gens qui meurent, bien sûr. Ouais. Avant tout, oui. Il y a des gens qui meurent. Ça, c'est les conséquences directes du Covid. Et après, les impacts sur l'économie. Donc, c'est quelque chose de subi et on voit le résultat. Il va falloir prendre des mesures qui sont de la même ampleur, mais en faisant quelque chose qui n'est pas subi, mais qui est géré. Voilà. Donc ça nécessite beaucoup d'organisations, de tout le monde, des entreprises, de l'État, des citoyens, des organisations à plein de niveaux, au niveau local, individuel, au niveau des boîtes, au niveau politique. Et au niveau politique, c'est également à tous les échelons, au niveau national, régional, international aussi. Et il faudra, jusqu'ici, les COP, elles n'ont pas donné grand-chose. Mais à un moment donné, elles vont jouer leur rôle de faire en sorte que ceux qui ont démarré, ils puissent entraîner ceux qui n'ont pas encore démarré. Il y aura bien un moment où elles vont avoir un petit rôle à jouer quand même. Vous y croyez? Vous pensez, vous avez encore cet optimisme? Vous pensez que la courbe peut s'inverser? Oui. Non, mais il faut y croire. Sinon, on se tire une balle et puis on s'en fout de tout ça, quoi. Enfin, on se dit, dans quelques siècles, il n'y aura plus rien, puis voilà, quoi. Oui, Leslie? Je pense qu'effectivement, là, il y a un changement climatique qui est là et qui est un peu inéluctable, en fait, malheureusement. On est déjà rentré dans un moment d'entropie, en fait. Et du coup, par contre, je pense que c'est quand même possible de limiter la casse, quoi. Mais vraiment, par contre, pour limiter la casse, il faut vraiment changer les choses, quoi. Et puis, je pense que pendant le Covid, effectivement, la production, elle s'est arrêtée.
pas mal, et les échanges économiques. Mais en fait, ça s'est fait de façon complètement anarchique. Parce qu'en fait, genre, on produit, je sais pas, en fait, il y a des usines qui produisent des parapluies verts fluo, et on ne pouvait même pas faire des respirateurs, en fait, quoi. On n'a même pas réussi, en France, à produire des respirateurs, quoi. Il y a une surproduction totale de plein de trucs complètement useless, et on n'est même pas capable de produire le plus important, quoi. Voilà, donc il faut vraiment avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on produit, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui est prioritaire. Alors, les activités humaines, elles sont là. Donc, tout ça, c'est dû à ce qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire sur chacun des éléments? On commence par ça. Agriculture. Concrètement, demain matin, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire sur l'agriculture? Je pense qu'un truc qui est très polluant, c'est l'élevage, quoi, par exemple. Ouais. On a mis la vache ici et là, donc si tu n'as pas compris, c'est que tu as fait exprès. C'est super polluant. La viande, la consommation de viande, du coup, c'est une grosse partie de l'empreinte, c'est vrai. Il y a certaines productions agricoles qui voyagent énormément, en fait. C'est sûr, faire venir des trucs de l'autre bout du monde, ça augmente le bilan carbone aussi, je pense. Ouais. Voilà, donc essayer de consommer local. Manger local, de saison, ça évitera que ça vienne de loin ou qu'on les fasse pousser sous des serres. Et réduire la consommation de viande, en fait. Parce que les vaches font du méthane parce qu'elles ruminent. 70% des surfaces agricoles sont là pour nourrir les animaux. Donc, si on réduit la consommation de viande, on peut libérer de la surface agricole. Alors, peut-être aussi anticiper les futures baisses de rendement agricole. Hein, ça veut dire qu'on a de la marge. Hein, on en a sous le pied. On en a sous le pied en termes de production agricole. Et puis, peut-être aussi rendre un petit peu de surface à la nature. Hein, parce qu'on a vu que la biodive, elle a pas mal morflé à cause de la destruction des habitats. Donc, on pourrait imaginer rendre de la surface à la biodive. Et la consommation de viande, c'est le premier levier. Voilà, donc, et après, manger local de saison. Aussi, en fait, on nous laisse pas trop le choix, en fait, de qu'est-ce qu'on consomme ou pas. Je sais pas, vraiment, je reviens sur l'essence programmée, quand même. C'est vraiment grave, en fait, que des industriels puissent se permettre de produire des trucs, sachant... Mais je sais pas, en fait, moi, je veux pas faire ma boomer, quoi, mais en fait, quand j'étais petite, les machines à laver, elles tenaient pendant 20 ans, en fait. Moi, j'en change tous les ans et demi, en fait. Et ça, c'est un truc... quand même, je pense que c'est quand même assez accessible aussi de légiférer un peu dessus, en fait, quoi. Leslie, tu parles de prioriser, de faire des choix. Là, on est sur la question du transport, de l'industrie, de l'agriculture. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est par exemple la question de la planification écologique, ce genre de choses, c'est des termes qui reviennent, qu'on parle auprès de certains politiques. Est-ce que c'est aussi par ce genre de choses, planifier, que ça passe ? Alors, je pense que si on veut gérer le projet de la transition énergétique jusqu'au bout, ça va être très difficile sans planification. Et d'ailleurs, ça, c'est écrit dans le rapport du GIEC, dans le 3e groupe de travail du rapport du GIEC, celui qui travaille sur les solutions. Ils ont littéralement écrit que les solutions passent par une très forte implication de l'État et de la gouvernance. La gouvernance a un très gros rôle à jouer. Dans les pays où il n'y a plus d'État, plus de gouvernance, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être la loi de la jungle et l'économie à tout va dans tous les sens et ça ne marche pas. Donc il faut en effet à la fois une régulation des activités économiques et de la planification sur le long terme des grands projets industriels à l'échelle des pays, voire au-delà des pays. Hein. C'est une des briques qui est indispensable à l'ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de garder à la fin de la fresque en repartant? C'est-à-dire quelle idée principale vous avez envie de garder? Moi, c'est les flèches, en fait. C'est que tout est imbriqué, en fait, et que nos actions, elles ont des conséquences qui peuvent être multiples et variées. Voilà. Et dangereuses. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de changer dans ta vie à la suite de ça, ou t'étais déjà sur une démarche qui va dans ce sens-là? Moi, j'ai décidé, l'industrie, j'en pouvais plus. De bosser sur certains trucs, des fois, ça me mettait dans un truc de dissonance cognitive qui était trop important, en fait. Et d'être consciente, en fait, que ce que je faisais tous les jours était en train de détruire la planète, clairement. C'était pas possible, en fait. Et du coup, moi, j'arrête l'industrie. Et Martine? Je reste persuadée que ce qu'on connaît, nous,
ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce qu'on connaît, la sécheresse, les crues, les cyclones, les catastrophes et tout ça, il faut absolument que, je ne sais pas par quels moyens, mais je pense que les médias, d'une manière générale, ont un rôle à jouer sur tout le découpage là pour en arriver là. Parce que finalement, dans la discussion, il y a des choses qui me paraissent simples à changer dans nos habitudes. Martine, Leslie, là, ce que vous avez vu ce soir, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que c'est nouveau ou pas? Oui, il y a des choses nouvelles. Il y a des liens que je ne faisais pas. C'est-à-dire, oui, je connais la sécheresse, les crues, le cyclone, etc. Mais tout le cheminement et le fait que c'est une hausse de température qui fait qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et au final, il y a ça, les liens, ils se font facilement pour moi, mais moi, je ne les faisais pas. Et c'est utile de le savoir? C'est important? Est-ce que ça va vous aider? Vous allez mobiliser ce savoir nouveau pour, je sais pas, pour vos activités associatives? En fait, je pense que c'est mettre en ordre dans la tête, en fait, que ça permet de faire cette fresque un peu aussi beaucoup. Voilà. Tout à l'heure, tu avais parlé des médias. Et je crois que c'est intéressant de rebondir là-dessus parce qu'on a compris là qu'on n'allait pas y arriver si on n'a pas embarqué avec nous l'ensemble de nos concitoyens. Et on a parlé des politiques qui ont leur rôle à jouer, etc. Mais les médias, ils ont aussi un rôle très important parce qu'ils touchent des millions de personnes d'un seul coup. Pour l'instant, le traitement du sujet par les médias, il est un peu timide. Et quand on y réfléchit, ça se comprend un peu parce que là, tu vois les différents secteurs économiques. Il y a beaucoup de médias qui dépendent de la publicité pour vivre. Et quand on leur propose un sujet sur le changement climatique où on leur a dit qu'à la fin, si on veut pas se mentir, il va falloir ralentir, ça ne plaît pas beaucoup à leurs annonceurs. Et sans forcément que ce soit une censure directe, ça peut être une autocensure de leur part, où ils se disent oui, mais politiquement, ça va être difficile. Voilà. Donc là, ce n'est pas politiquement, c'est commercialement, ça va être compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste un frein pour beaucoup. Donc heureusement, il y a des médias qui ont plus d'autonomie que ça. Donc c'est le cas pour vous. Les autres, ils vont suivre. Mais pour l'instant, la réponse des médias, elle n'est pas à la hauteur, je trouve. Ils ne jouent pas leur rôle. Mais je trouve que, justement, culturellement, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de fiction dans le cinéma, dans la littérature qui traitent de la fin du monde, genre c'est la catastrophe. Mais en fait, toujours, genre, c'est un truc invraisemblable. La vraie catastrophe, en fait, c'est pas un virus zombie en sorti on ne sait où. En fait, la vraie catastrophe, elle commence là-bas, en fait, quoi. On habitue les gens à la perspective d'une catastrophe, mais en fait, sans leur donner les moyens d'agir dessus, en fait. Voilà. Le principe de la fresque, c'est qu'on va poser toutes ces cartes dans le but d'avoir un débat à la fin. Et le plus important, en fait, c'est le débat lui-même. Parce que ça, c'est juste la préparation. Alors, on se met en condition psychologique pour se dire, bon, OK, maintenant, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on attaque de ce côté-là les solutions. Et l'excuse, en fait, pour la discussion derrière. Ouais, exactement. C'est un peu ça, c'est l'excuse pour la discussion qui va suivre. Et puis surtout, pas que la discussion, parce que idéalement, c'est des changements de comportement, c'est des gens qui vont prendre des décisions très fortes. Il y a une partie des gens qui jouent, qui deviennent animateurs eux-mêmes, et qui vont faire une fresque, 2 fresques, 10, 20, 100, et qui vont du coup embarquer pas mal de monde avec eux. Et le but, c'est que ce soit viral, il faut que ce soit comme le Covid. Donc que chacun refile le virus à plusieurs autres personnes dans les semaines qui viennent. Et si on arrive à être aussi viral que le Covid, on a des chances de s'en sortir. On a placé les cartes, on a décoré tout ça, on a passé 1 heure à discuter de ce qu'on a ressenti déjà, et puis ensuite des solutions. Après, souvent, je propose un petit exercice qui fait réfléchir, qui est assez intéressant. Je vais vous proposer qu'à 3, on tape dans nos mains. C'est-à-dire que quand je dis 3, donc vous vous mettez comme ça avec vos mains J'ai pas le sens prêtes. du rythme, je suis désolée. C'est pas grave. Et quand je dis 3, vous tapez dans vos mains, OK ? 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, tu l'as pas tapé ? J'ai tapé aussi. Mais moi, je suis en retard. Moi, j'étais en retard. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait attention à ce que je fais, pas à ce que je dis. Okay. Dans la vie, c'est pareil. Donc, c'est important de faire les choses, pas juste d'en parler. Parce que les gens vont regarder ce que vous faites et pas juste ce que vous dites. Donc, du coup, montrer l'exemple, c'est quelque chose qui marche. Voilà. Je vous remercie tous les 3. Du coup,
Pour ceux qui veulent faire des ateliers, c'est la fresque du climat. On peut vous trouver sur On Internet. la trouve sur un moteur de recherche, c'est la fresqueduclimat.org. Sur le site, on peut trouver les dates des ateliers pour assister à un atelier et voir une première fois la fresque. Pour vous deux qui avez déjà joué, vous pouvez aller sur le site pour regarder les dates des formations à l'animation. Il y a plusieurs dates qui sont disponibles. Il y a des formations en ligne et il y a des formations en présentiel. Et donc, on peut, en 3 heures de temps, se former à l'animation. Et après, tu repars avec ton jeu de cartes et puis tu vas faire ça avec tes amis, ta famille, etc. Et après, il y a plein d'autres ressources. Donc, notamment pour ceux qui sont déjà animateurs, il y a énormément de ressources pour continuer de se former. Okay. Voilà. Martine, Leslie, Cédric, merci. Merci à toi. Merci Puis, de bon l'invitation. courage pour la suite. J'espère que ça va donner quand même un peu de force aux gens qui nous regardent. J'espère.